Je m'appelle Alessandra Merlo et je m'occupe de développer et gérer des interventions dans les pays en voie de développement et de transition. J'enseigne aux fonctionnaires et aux organisations qui travaillent pour des programmes de développement comment faire pour obtenir les financements de leurs projets. C'est le cas par exemple des associations du cours de formation Amico. En outre, j'enseigne à l'université les projets européens et les projets de management. Concevoir un projet signifie concilier des aspects contrastants tels que la logique et l'intuition, la structure et le jeu. Le projet est un mélange magique de rigueur et de créativité qui sert à relever un défi. Le défi de créer quelque chose de positif pour améliorer une situation. Dans ce module, nous verrons que l'idée d'un projet naît d'un désir de changement pour améliorer les conditions de vie, de travail, de socialisation d'un groupe de personnes et de leur communauté. Comment naît l'idée d'un projet? Avant tout, de l'analyse d'une situation de départ, situation en général problématique, qui présente des besoins à satisfaire et des opportunités à saisir. Qui sont les principaux intéressés? Quels sont les problèmes que notre projet va résoudre? Quelles sont les politiques qui serviront à la mise en œuvre des moyens de financement? L'étape suivante est celle de fixer notre ambition, l'ambition d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. Quels sont les objectifs d'amélioration? Comment parvenir à ces objectifs? Quels seront les résultats sur le plan opérationnel? Comment identifier les activités? Qui développera ces activités? Avec quels moyens? Dans ce module, nous apprendrons que concevoir un projet est un exercice de créativité de groupe qui a besoin de solidité et de rigueur, mais aussi de flexibilité afin de pouvoir s'adapter aux turbulences de la réalité, afin de pouvoir seconder les désirs de changement de vos communautés. Le projet de développement naît d'un désir de changement. C'est une intervention nécessaire pour promouvoir le bien-être d'une communauté en améliorant les conditions de vie, de travail, de socialisation. Il fait partie d'une idée de changement positif, de développement. En tant que partie d'une idée de développement, le projet contribue à la réalisation des objectifs de développement fixés par les programmes nationaux, sectoriaux et globaux, comme par exemple les priorités de l'OIM et les objectifs de développement durable de l'Agenda 2030. Le projet a pour but de résoudre les problèmes qui diminuent la qualité de la vie des communautés en utilisant les ressources présentes sur le territoire, comme la disponibilité à collaborer avec d'autres organisations ou les financements disponibles, en accord avec l'action et les priorités des autres acteurs du développement, tels que les institutions gouvernementales, nationales et locales, les organisations internationales et les bailleurs de fonds. On appelle cycle de vie du projet la séquence des différentes phases de préparation et de réalisation d'un projet. L'idée du projet naît au cours de la phase d'identification, durant laquelle on établit les besoins de la communauté bénéficiaire ainsi que les stratégies d'intervention. On vérifie aussi la cohérence du projet par rapport aux politiques du gouvernement ou des administrations locales d'une part et par rapport aux conditions fixées par les programmes de financement d'autre part. Au cours de la phase de formulation, le projet opérationnel est élaboré et rédigé, y compris la partie concernant le budget. Le tout sera soumis à l'approbation du bailleur de fonds. Une fois le projet financé, la réalisation aura lieu. Elle consiste dans la mise en œuvre d'activités et l'utilisation de ressources ayant pour objectif les résultats préétablis. Au cours de sa réalisation, le projet est régulièrement objet de suivi. L'évaluation est le contrôle de la validité du projet. Elle est nécessaire pour faire le compte-rendu de l'utilisation des ressources publiques ainsi que pour évaluer les améliorations à apporter à la réalisation, in itinéré et aux interventions à venir.
L'évaluation d'un budget correctement employé s'appelle audit. Voyons ensemble ce que les 3 premières phases du cycle de vie d'un projet contiennent. Il est important de connaître le contexte pour pouvoir l'améliorer. C'est pourquoi la phase d'identification du projet doit commencer par l'analyse du contexte et des problèmes qui empêchent une bonne qualité de vie. Pour de nombreuses associations de la diaspora, le contexte est plus ou moins connu, mais il faut étudier les priorités des plans de développement, nationaux et locaux, analyser le cadre d'action politique dans lequel le projet s'intègre et connaître les autres actions de développement déjà actives sur le territoire afin d'éviter les duplications. Voyons comment analyser les problèmes à l'aide d'une technique que nous appellerons arbre des problèmes. L'arbre des problèmes représente les problèmes sous forme d'un arbre. Les racines, qui nourrissent la plante, symbolisent les causes des problèmes. Les branches, qui s'élèvent vers le ciel, dans toutes les directions, symbolisent les effets. Exemple. Prenons en considération le problème du malaise socio-économique des jeunes femmes dans la société en question. Diverses peuvent être les causes. Les femmes dépendent des hommes économiquement. La violence et la soumission font partie de la culture de la communauté. Les services d'aide aux femmes sont rares et mal organisés. La prise de conscience des droits des femmes est carrément inexistante. Concevoir un projet signifie transformer les aspects négatifs en aspects positifs. On le fait en transformant l'arbre des problèmes en arbre des solutions. Les relations cause-effet deviennent ainsi relations moyen-fin. L'arbre des solutions représente la réalisation d'une situation idéale à laquelle on parviendrait en résolvant les problèmes identifiés dans le contexte initial. Le but à atteindre représente notre objectif. En suivant les racines de notre arbre, nous identifierons les résultats à obtenir et les champs d'action sur lesquels insister pour résoudre le problème. À ce stade, on distingue 2 types d'objectifs: l'objectif général et l'objectif spécifique. L'objectif général est supérieur. Il correspond à une vision de changement de la communauté qu'il nous est impossible d'atteindre seul. Il est par conséquent approprié de se référer à un ou plusieurs des 17 objectifs de développement durable pour 2030. Dans notre exemple, le projet correspond au principe numéro 5, obtenir l'égalité des sexes et l'émancipation de toutes les femmes et jeunes filles. L'objectif spécifique est le but central du projet et présente l'amélioration que le projet engendrera pour les bénéficiaires directs. Par le projet, nous nous engageons formellement à atteindre notre objectif spécifique. Il sera donc fondamental de bien l'identifier. Dans notre exemple, l'objectif spécifique est celui d'améliorer les conditions psychiques et physiques des jeunes femmes de la communauté. Passons maintenant aux résultats attendus. Il est évident que les domaines d'intervention pour améliorer la situation sont très nombreux et une seule association ne pourra pas tout faire. Pour cette raison, il est nécessaire de choisir un domaine à approfondir et développer davantage. Cette opération s'intitule « Choix de la stratégie ». Il faudra ensuite repérer qui, sur place, sera en mesure de prendre en charge le reste du travail. L'analyse des actions de tous les autres partenaires du développement fait partie d'une enquête plus vaste que tous les promoteurs d'un projet doivent entreprendre, c'est-à-dire l'identification des parties prenantes liées
au contexte de référence. Les parties prenantes sont des personnes, des groupes, des organisations qui sont sur place et qui entreront en contact avec le projet en y portant un intérêt parfois positif, parfois négatif. Comprendre à l'avance qui va favoriser ou nuire au projet va nous aider à diminuer les risques d'insuccès. Les stakeholders comprennent aussi les bénéficiaires directs et indirects ou finaux. Suite à la réalisation du projet, les bénéficiaires directs noteront dans l'immédiat une amélioration des conditions de vie, de travail, de socialisation. Les bénéficiaires indirects ou finaux, par contre, obtiendront à moyen ou long terme un bénéfice engendré indirectement par le projet. Parfois, les deux catégories peuvent coïncider. Les associations de la diaspora représentent idéalement un pont entre deux mondes, celui d'origine et celui d'accueil. Donc, les projets promus par ces associations ont comme bénéficiaires non seulement les communautés des pays d'origine, mais aussi celles des pays d'accueil. Ceci représente une plus-value pour les projets promus par les associations de la diaspora qui ont ainsi la possibilité de favoriser davantage de contexte dans le pays d'origine et dans le pays d'accueil. Une fois les objectifs et les résultats intermédiaires identifiés, il est temps de se consacrer aux activités et à la rédaction du projet. Le projet est rédigé selon un format souvent exigé par le bailleur et qui prévoit en général les éléments suivants. Une description de l'association proposante et du partenariat qui vise à prouver les compétences du groupe proposant. Un tableau récapitulatif du projet comprenant le titre, la durée, les lieux, l'association proposante, les objectifs. Une description de la problématique sur laquelle l'association veut travailler. Elle doit être soutenue par des informations récentes qui font preuve d'une étroite liaison de cause à effet. La description des objectifs, des résultats et des activités du projet, y compris la mention des objectifs de développement durable et l'élaboration du plan de travail. L'analyse des risques qui pourraient compromettre le projet et les actions à entreprendre pour limiter les risques. Le budget proposé et sa justification. Il est important de respecter le format du projet indiqué par le bailleur que votre association a identifié pour financer le projet et procéder par ordre à la phase de formulation en suivant les étapes que nous allons analyser ensemble. Identifier le bailleur et le programme de financement qui soutient les finalités de développement compatibles avec votre idée de projet. Surveiller les appels d'offres. Analyser la documentation de référence, c'est-à-dire l'appel d'offres, le document qui établit le programme, le guide du soumissionnaire, le formulaire inclus, les pièces jointes. Identifier et tester sur le projet et sur le partenariat les critères d'admissibilité en relation avec les points suivants. Les sujets proposants, personnes physiques ou juridiques, but lucratif ou pas, public ou privé, nombre minimum ou maximum de partenaires. Zone géographique, le lieu de réalisation du projet et le lieu de provenance des proposants. Les délais, la durée minimale et maximale. Le type d'action, par exemple formation, recherche, développement, projet pilote, construction d'infrastructures. Les conditions financières, le pourcentage de cofinancement exigé, le montant minimum et maximum de la subvention. Les aspects formels, documentation à produire,
respect des formats, des échéances, etc. L'absence de facteurs d'exclusion tels que conflit d'intérêts, infraction ou faillite. Identifier les critères de sélection qui représentent le potentiel technique et financier du partenariat pour la réalisation du projet proposé. Identifier les critères d'attribution qui constituent la base pour l'évaluation de la qualité du projet proposé, la pertinence, l'utilité et un bon équilibre budgétaire coût-efficacité, la qualité du partenariat, la durabilité, la valeur ajoutée, les aspects innovatifs, la qualité technique et scientifique, la stratégie de communication et diffusion ou autres. Après avoir analysé attentivement les points de cette liste, vous pouvez procéder à la rédaction du projet, en étroite collaboration avec les membres de l'éventuel partenariat et les bénéficiaires que vous avez identifiés. Un outil de programmation très utilisé et réclamé par les donateurs est le cadre logique. Le cadre logique est un tableau que l'on peut lire horizontalement ou verticalement. Il est composé de 4 colonnes. Dans la première colonne, on trouve la logique d'intervention, l'objectif général, l'objectif spécifique, les résultats ou productions, et pour chaque résultat, une série d'activités. Dans la deuxième colonne, on trouve les indicateurs. Dans la troisième colonne, les sources de vérification qui indiquent où et comment vérifier les indicateurs. Dans la quatrième colonne, il y a les hypothèses concernant les facteurs externes. Le cadre logique a l'avantage de représenter le projet dans un seul tableau, qui est complété de la façon suivante. Tout d'abord, on remplit la colonne concernant la logique d'intervention pour comprendre à première vue les intentions du projet, l'idée de changement proposée et les étapes pour y parvenir. Puis, on passe à la dernière colonne, qui précise les facteurs externes qui doivent se réaliser afin que le projet ait du succès, facteurs sur lesquels l'association ne peut intervenir. Les facteurs externes les plus caractéristiques sont les conditions politiques, climatiques, la disponibilité de la communauté ou les institutions locales à prendre en charge la continuation du projet et ainsi de suite. On peut dire aussi que les facteurs externes sont l'autre facette de l'analyse des risques que vous avez fait en phase de programmation. La troisième étape consiste à remplir les colonnes 2 et 3 consacrées aux instruments de contrôle tels que les indicateurs et les sources de vérification. L'indicateur exprime la mesure de réalisation des objectifs et des résultats. Prenons par exemple un projet dont l'objectif est le problème de la violence sur les femmes. Analysons ensemble comment se composent les indicateurs. L'indicateur est composé de un objet, la diminution des cas de violence sur les femmes, un groupe de référence, les femmes de la communauté, une valeur de référence, moins de 70%, un délai et un lieu. Un bon indicateur est sans doute SMART. Il est spécifique, c'est-à-dire à même d'évaluer le résultat ou l'objectif au niveau exact de la logique d'intervention. Il est mesurable et donc éventuellement exprimé en termes de quantité précise. Il est accessible, c'est-à-dire facile à vérifier, à un coût acceptable, de source sûre. Il est important et donc utile vis-à-vis des nécessités de contrôle et d'évaluation du projet. Il a des délais de référence avec une indication précise du moment de la vérification. Les indicateurs qui évaluent l'objectif général s'appellent indicateurs d'impact. Les indicateurs qui évaluent l'objectif spécifique s'appellent indicateurs de résultat.
Les indicateurs qui mesurent les résultats s'appellent indicateurs de réalisation. En outre, les indicateurs doivent mesurer le changement apporté par le projet. D'une part, à la quantité du phénomène, par exemple le nombre de cas de violence relevés en un mois, d'autre part, à sa qualité, par exemple le niveau de sécurité perçu par les femmes qui ont subi des violences. Associer les indicateurs de quantité et de qualité assure un bon contrôle du changement que le projet a l'intention d'apporter à la communauté de référence. En dehors du cadre logique, il faudra compléter le budget et le plan de travail ou work plan. Le plan de travail est un tableau dans lequel sont précisées les activités et les sous-activités à développer, y compris l'indication de qui sera chargé de s'en occuper, quel partenaire ou quel membre du personnel. Le tableau inclut aussi la période et le délai consacré à l'activité durant le projet. Pour préparer un plan de travail, il est nécessaire de suivre 4 étapes. Énoncer les activités pour chaque résultat ou output, en expliquer la séquence et les liens de dépendance, établir les délais des activités, transcrire la durée sur le calendrier et colorier les cases correspondantes à la période identifiée. La phase de réalisation du projet a lieu à la suite du financement de la part du bailleur. Imaginons donc que le travail d'identification et de formulation soit un succès et que le bailleur vous contacte pour réaliser votre projet. La phase initiale du projet s'intitule « phase de lancement » et elle est consacrée aux questions organisatives, administratives et logistiques nécessaires à lancer le projet, c'est-à-dire la mise en place d'une équipe, le choix des locaux, siège du projet en Italie, mais aussi dans le pays de référence, les équipements éventuellement nécessaires à la réalisation. Aujourd'hui, la gestion d'un projet nécessite d'une importante participation et de la répartition des responsabilités sous la conduite d'un leader expert. La cohabitation de plusieurs partenaires et de leur personnel correspondant impose que l'équipe décide et organise ensemble la procédure de décision du projet. Cette réflexion est à faire en début de projet. Les meilleurs résultats en matière de gestion de projet se produisent quand la gestion de la procédure de décision est partagée et que tous les intervenants connaissent les règles et les limites de la participation aux décisions. Il est important toutefois de souligner que, s'il est de bonne pratique que la procédure de décision soit partagée, il est vrai aussi que la décision finale ne doit pas être forcément celle exprimée par la majorité. Parfois, il est nécessaire de prendre des décisions impopulaires et courageuses au cours de la durée de vie d'un projet, comme par exemple décider d'inclure ou exclure un groupe de bénéficiaires. Il est important que le leader sache assumer la responsabilité de ses choix. Essayons maintenant de représenter de façon schématique la procédure de décision d'un projet. Dans ce schéma, il est évident que l'initiative de la procédure de décision dépend d'un seul manager ou d'une association chef de file, qui devra certes prendre les décisions, mais la procédure de décision reste participative car elle dépend d'un groupe de personnes ou d'associations partenaires. Comment ? Avant toute chose, définir la question sur laquelle il faut prendre une décision. Recueillir les informations et les données numériques qui peuvent aider à définir le secteur dans lequel le manager ou le chef de file devra intervenir de façon décisionnelle. Consulter les partenaires et connaître leur point de vue sur les solutions.
Prendre en considération toutes les options et évaluer le pour et le contre de chacune d'elles pour enfin prendre une décision et la communiquer à toutes les personnes intéressées par la procédure décisionnelle. Il serait utile de reporter ce schéma sur un tableau afin que tous puissent connaître la procédure participative qui concerne les décisions du projet. Le moment est venu de choisir l'équipe. Au cours de la phase de programmation et de formulation, dans la partie concernant les ressources du projet, en particulier celles financières, vous avez sans doute indiqué le nombre et le type de personnes dont vous aurez besoin et décidé avec les partenaires qui devra bénéficier de ces ressources. C'est le moment de revoir l'organisation de l'équipe et d'établir avec les partenaires un critère commun pour la sélection des ressources humaines. Certains partenariats partagent la procédure de sélection du personnel dont chaque partenaire a besoin. Et même sur de petits projets, c'est une très bonne idée, car elle vous permettra de créer un esprit d'équipe dans le partenariat d'abord et parmi le personnel ensuite. Une fois le projet financé, le moment est venu d'informer tous les intervenants qu'il va enfin démarrer et que ce qui a été programmé ensemble va pouvoir être réalisé. L'association qui a soutenu le projet, en collaboration avec les différents partenaires, se chargera de retourner auprès des autorités locales, des bénéficiaires et de toutes les parties prenantes du projet pour les informer que le projet a été financé et qu'il est sur le point de démarrer. Il est important de donner au projet une bonne notoriété, à l'aide par exemple d'un dépliant rédigé dans la langue originale du pays de référence. Ce dépliant contiendrait la description du projet ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans un délai de temps bien déterminé. Et enfin, mais ce n'est pas le moins important, le moment est arrivé de rendre visite aux institutions locales concernées par le projet dans les différents pays de référence, afin de les informer que le projet planifié quelques mois plus tôt a été approuvé et financé et qu'il sera mis en route sous peu. Cette visite vous permettra entre autres de renouer les liens avec les institutions, chose indispensable pour le soutien de votre initiative. Le chef de file et les partenaires, chacun pour son propre territoire, peuvent se mettre d'accord et se partager la charge du travail à effectuer au cours de cette phase. Un bon conseil: laissez du matériel de diffusion aux autorités contactées pour les informer du projet. Par exemple, une brochure ou une affiche à accrocher au mur, comme on en voit souvent dans les bureaux administratifs des pays bénéficiaires. Vous pourriez être agréablement surpris par le résultat obtenu. Quand vous aurez réglé les aspects organisationnels, recruté le personnel dont vous avez besoin, informé toutes les parties prenantes du projet, le moment est venu de commencer les activités. Il est important de contrôler les activités que vous avez sélectionnées, surtout si vous les avez confiées au personnel du projet ou à un partenaire. L'activité de contrôle du projet est appelée aussi suivi et elle est basée sur un ensemble d'indicateurs de résultats qui ont été identifiés au cours de la phase de formulation. Un instrument utile pour contrôler la réalisation des résultats et des objectifs du projet est le tableau de contrôle des indicateurs physiques. Voyons comment se présente ce schéma. Dans la première colonne, on trouve les indicateurs du cadre logique. Dans la deuxième colonne, on trouve la valeur de ces indicateurs au début du projet. Ligne de base. Dans la troisième colonne, il y a le target, c'est-à-dire la valeur que l'on souhaite atteindre à la fin du projet. La quatrième colonne représente la valeur courante, c'est-à-dire la valeur mesurée à un moment précis. La dernière colonne, enfin, représente la différence entre la valeur target et la valeur courante,
en mettant ainsi en évidence ce qu'il vous manque pour atteindre votre objectif. L'exemple du panneau de contrôle suivant a pour indicateur la violence sur les femmes. On part d'une valeur initiale de 100 cas de violence par an avec l'ambition de parvenir à un maximum de 30 cas en 2019. Tous les indicateurs identifiés dans le cadre logique concernant les résultats et les objectifs doivent être transcrits dans le tableau des indicateurs, accompagnés de la valeur de départ au début du projet et de celle que l'on souhaite obtenir en fin de projet. Régulièrement, l'indicateur sera mesuré et la différence sera reportée dans la dernière colonne pour comprendre le parcours qu'il nous reste à faire. La période de calcul des indicateurs est établie par qui s'occupe du suivi, sur la base de la durée et de la typologie du projet. Par exemple, un projet de 6 mois sera contrôlé sur la base mensuelle, un projet de 2 ans sur la base trimestrielle. Les risques sont les situations qui peuvent nuire à la réalisation du projet et à son succès. Au cours de la programmation, vous avez identifié les risques les plus probables et mis en place une stratégie de réduction de ces risques. Réfléchir sur ces risques vous a permis de comprendre quelles sont les conditions externes dont vous avez besoin pour réaliser le projet. Maintenant, en phase de réalisation, il faut faire en sorte que la situation de risque ne survienne pas, mais que les conditions externes se produisent. Le cas échéant, vous activerez votre stratégie de réduction des risques. Le projet se termine par la conclusion de la phase de réalisation. La conclusion du projet ne signifie pas la conclusion des activités prévues. Il y a encore certaines démarches à faire qui concernent essentiellement les aspects administratifs. L'ensemble de ces mesures est appelé clôture du projet. Que doit faire l'association pour clôturer le projet? Elle doit classer de manière claire et précise tous les documents joints de façon qu'ils puissent être facilement accessibles par la suite. Il faut donc archiver une copie du projet, une copie du budget, une copie de tous les comptes rendus et rapports expédiés aux donateurs, les photos, les vidéos, le matériel de présentation. Il est important que cette documentation permette, après pas mal de temps et aux personnes qui n'ont pas été directement concernées par le projet, de pouvoir reconstruire de façon précise les activités développées et les frais soutenus. Si le projet inclut la donation d'équipements ou de machines aux partenaires locaux, il est conseillé d'établir un contrat de cession qui confirme la donation et sa finalité. Il faudra vérifier la fermeture du compte bancaire utilisé ainsi que la cessation des contrats de location et installation souscrits pour le développement du projet, qu'il n'y ait pas de somme due en suspens. Une fois toute la documentation archivée, on peut parler de conclusion effective du projet. Allez, bon travail!